Bien. Alors, une vidéo de bilan concernant les 2 chapitres des essais qui sont au programme et bilan que je vais faire toujours selon ma méthode au fil des documents et au fil des quelques idées qui me viennent pendant que je vous parle. Ça n'est donc pas forcément extraordinairement construit, mais l'idée est quand même de vous donner quelque chose de vivant, selon mes capacités et selon mes capacités de lecture notamment, et selon les documents que j'ai glanés à l'extérieur cette fois-ci du texte, même si je vais partir du texte lui-même pour aller chercher des éléments qui vont permettre de l'expliquer, et puis je proposerai au moins 2 sujets de dissertation, sans doute aussi un troisième. Bref, on va faire ça au fur et à mesure. Alors repartons du texte d'abord. Je rappelle que l'objectif de ce travail est, dans le cadre du baccalauréat, d'organiser une réflexion autour du texte, laquelle va nourrir le travail sur la dissertation. Et cette dissertation, donc, se présente comme inscrite, pour ce qui est de Montaigne, dans la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle. C'est le domaine qui est proposé dans les programmes de première. Je rappelle très rapidement les 2 éléments qui sont indiqués dans les textes officiels concernant les programmes de la classe de première. D'abord, il est demandé aux candidats de faire dialoguer les textes anciens et les textes contemporains. C'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous faisons évidemment à partir de Montaigne, à la fois pour construire et utiliser une mémoire culturelle par exemple au sujet de la découverte du Nouveau Monde, de la géographie du monde connu, mémoire culturelle autour aussi de la découverte de l'autre, et de la question de l'ethnographie, de l'ethnologie, de la sociologie, ainsi de suite. Donc en fait une histoire qui effectivement commence au XVIe siècle et se perpétue au XVIIIe, puis au XIXe et au XXe. Et aussi, deuxième élément mis en valeur par les textes officiels, c'est la construction de l'esprit critique chez l'élève, et chez l'élève et le citoyen que vous êtes, esprit critique dont on voit bien évidemment qu'il est fortement mis en valeur par le choix des essais de Montaigne. J'y reviendrai notamment avec ce que dit Jean Starobinski de l'écriture de l'essai et du rôle de l'esprit critique dans l'essai, mais de toute évidence, le travail que nous avons fait sur Montaigne confirme bien que c'est un enjeu essentiel que cet esprit critique dans l'étude des 2 chapitres des essais qui vous ont été proposés. Deuxième grand élément, grand principe rappelé par les programmes concernant la classe de première pour l'argumentation, les textes étudiés dans leur développement logique et le mouvement de leur argumentation. Là, il s'agit effectivement de tenir compte du type de texte et du genre argumentatif. D'abord, il s'agit de comprendre les liens entre les idées et le contexte dans lequel elles apparaissent. Ça, c'est important, nous en avons parlé. J'ai commencé à indiquer dans l'introduction, très rapidement d'ailleurs, parce que j'ai aussi donné des éléments sur Pronote, il faudra que je revérifie d'ailleurs, concernant l'Antiquité, d'une part, la lecture de l'Antiquité à la Renaissance et la question de l'humanisme. Là, il faudra que vous vous appuyiez sur vos cours d'histoire qui sont suffisamment consistants en seconde pour pouvoir vous proposer des éléments tout à fait recevable pour une dissertation. J'ai aussi photocopié un certain nombre de choses, j'espère qu'on se reverra avant la fin de l'année, peut-être que si on ne se voit pas, je vous les scannerai. Et puis il y a aussi des éléments sur le site de l'Académie de Versailles qui sont intéressants de ce point de vue-là, mais ça n'a pas la peine d'en faire trop, hein. Il faut avoir des principes simples à utiliser et à mémoriser. Et puis évidemment, étude des champs culturels et de réflexion littéraire, philosophique, politique, sociale, esthétique, éthique, scientifique et religieux. Ça, c'est la liste qui est rappelée par le document officiel concernant l'accompagnement des programmes de première. Autrement dit, il s'agit de comprendre les différents enjeux, les différents ensembles dans lesquels le texte est inscrit,
et d'en tenir compte pour commenter le texte. Évidemment, il s'agit aussi, même si je ne l'ai pas indiqué ici, mais c'est contenu dans le premier élément, hein, le lien entre les idées et le contexte, il s'agit aussi d'étudier le mouvement de l'argumentation, hein, c'est d'ailleurs la définition même qui est proposée dans le principe d'origine, hein, les textes étudiés dans leur développement logique et le mouvement de leur argumentation. Ça relève précisément du principe philologique que j'ai rappelé dans les deux autres bilans et en cours. Il s'agit d'étudier une argumentation et un argumentaire, de comprendre les nuances apportées par l'auteur, de comprendre les problèmes logiques qu'il expose, de faire état des grands débats qui se sont posés à lui et qu'il pose à travers son œuvre. On l'a fait notamment, tout particulièrement, dans le premier chapitre, à savoir des cannibales, en étudiant la façon dont Montaigne construisait son propos en tenant compte, assez longuement d'ailleurs, de la pensée européenne sur les prétendus barbares. On a fait aussi, et ça peut se faire de manière un peu plus détaillée évidemment, dans le deuxième, mais ce qui importe, c'est donc de comprendre le mouvement de l'argumentation par le biais du langage, puisqu'il s'agit aussi de comprendre le mouvement de l'argumentation par rapport au contexte, dans un premier temps, mais aussi par le biais du langage, donc, ici, notamment, l'utilisation régulière de l'argument d'expérience, de l'argument d'autorité, mais aussi de la rupture par rapport à l'autorité antique. On l'a vu à la fois dans le premier et dans le second, mais tout particulièrement dans le second, lorsqu'il est question du mal de mer, la discussion autour de Plutarque et la discussion autour de l'Atlantide, le fameux débat autour de l'Atlantide, je vais y revenir juste un petit peu après. Donc ces éléments-là sont attendus pour la dissertation, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, lorsqu'elle est proposée le jour du bac, présente un élément d'explication en dehors de la question elle-même. On vous oriente dans la façon de répondre à la question par des éléments explicites. Je vous lis par exemple le sujet de la session de septembre dont j'avais parlé. Donc Montaigne était au propos, l'argumentation a été proposée à la session de septembre de cette année. Donc pour ce qui est de l'œuvre Montaigne, les essais que vous avez donc à étudier, en quoi la découverte d'un autre monde permettait à la Montaigne d'interroger les valeurs de sa propre société dans Des cannibales et des coches. Ça, nous l'avons fait, hein, vous auriez largement de quoi répondre, je reviendrai à ce sujet tout à l'heure. Vous répondrez à cette question, et c'est ça qui m'intéresse, dans un développement organisé, donc ça vous savez déjà ce que ça signifie du point de vue de la démonstration dans la dissertation, votre réflexion, c'est sur ça que j'insiste particulièrement. Votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Montaigne au programme, le texte de l'œuvre lui-même, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé. Là, c'est un petit peu mis entre parenthèses, puisque la demi-jauge nous empêche de faire un parcours associé entre guillemets digne de ce nom, mais enfin, il y a quand même là des éléments que je vous donne et que je vais vous donner notamment dans ce bilan, et sur votre culture littéraire et historique d'ailleurs, hein. Sur votre culture, moi j'aurais insisté aussi sur le mot culture, pas seulement littéraire, de manière donc à répondre à la question sur l'œuvre en tenant compte de son contexte à la fois de production littéraire, de production culturelle, de production historique, ainsi de suite, qu'on peut rappeler dans un contexte historique, ainsi de suite. Donc cet accompagnement de la question relève exactement de ce que disent les programmes d'accompagnement, hein, faire attention au contexte de production, faire attention au mouvement de l'argumentation et faire attention à l'intrication ou à l'entremêlement des champs culturels et de réflexion à partir de la lecture de l'œuvre, mais toujours partir de l'œuvre elle-même pour aller chercher des éléments qui permettent de l'éclairer et qui seraient à l'extérieur de celle-ci. Donc voilà pour la présentation de cet objet d'étude qui est donc suffisamment précise dans les documents pour qu'on puisse s'appuyer sur des éléments très simples. En ce qui concerne donc les deux chapitres qui ont été étudiés en cours,
Vous avez donc 2 bilans pour chacun. Nous avons trouvé des éléments communs, assez nombreux d'ailleurs, dans les deux, aux deux, pardon. D'abord la notion de comparaison, et vous voyez que cette comparaison est demandée notamment dans le sujet de septembre. Dans quelle mesure, en quoi la découverte d'un autre monde permet-elle à Montaigne d'interroger le sien, donc les valeurs de sa propre société, en quoi parler d'un autre permet de réfléchir sur soi. On retrouve d'ailleurs quelque chose d'assez proche dans Mémoire d'Adrien, qui peut d'ailleurs être utilisé, entre parenthèses, et qui l'a été, et qui a été fortement valorisé, c'est dans les consignes de correction sur l'un des deux sujets sur Montaigne, plutôt, c'est dans l'un des deux sujets sur Mémoire d'Adrien que Montaigne avait été utilisé, mais l'inverse peut être aussi utilisé. On voit ici qu'une réflexion sur l'autre pourrait très bien utiliser Mémoire d'Adrien tel qu'il a été construit par Marguerite Yourcenar. Et donc dans ces deux éléments, la comparaison a été essentielle, le regard sur l'autre, et donc là je vous renvoie à ces deux bilans, et évidemment au travail de fiches que vous êtes en train de faire, de manière à trouver des références précises qui viennent justifier toutes les idées que vous avez. Mais pour orienter cette lecture, il me semble intéressant de faire apparaître ce qui ressemble un tout petit peu à une forme de contradiction. Je vais essayer d'être clair, dans notamment l'utilisation du sauvage par Montaigne, puisque Montaigne est à l'origine, quasiment, pour ne pas dire complètement, de ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage, qu'on peut appeler aussi le mythe du noble sauvage. Même si en réalité on en trouve déjà quelques traces auparavant, et particulièrement chez Jean de Léry, dans cet ouvrage qu'il écrit en 1557 après son expérience brésilienne, et qu'il termine en 1578. Donc il commence à penser ce projet à son retour de Brésil, puis il le publie 17 années plus tard. Et le mythe du bon sauvage donc est utilisé par Montaigne, et j'ai trouvé deux visions qui me semblent intéressantes. Franck Lestringant, donc, dans un article que je vous ai scanné d'ailleurs parce qu'il est très important, intitulé « La conscience littéraire de l'espace à la Renaissance », c'est d'autant plus important que c'est de lui que je tiens, ce fameux imaginaire géographique, même si j'y ai pensé avant de lire l'article, mais c'est lui qui m'a quand même donné des éléments particulièrement solides pour étudier notamment le premier chapitre et le rôle de la réflexion géographique chez Montaigne, puisque précisément Franck Lestringant s'intéresse dans l'article en question notamment aux utopies de Montaigne, ce qu'il appelle les utopies, donc des cannibales et des coches, et on peut effectivement tout à fait envisager ces deux textes de cette manière-là, et donc des utopies qui supposent précisément que les habitants qu'il décrit soient plus des éléments méthodiques que des habitants réels, mais enfin, c'est quand même autour de ça que se pose une vraie question. Donc voilà ce que dit Franck Lestringant. J'ai extrait donc une toute petite portion de cet article qui me paraît intéressante. Si le XVIe siècle, dit-il, a si fortement rêvé l'homme libre et nu du Nouveau Monde, c'est qu'il contemplait, donc cet homme du XVIe siècle, en lui, en ce sauvage, une sorte de double à la fois désiré et redouté. Ce qui me paraît intéressant derrière cette phrase, c'est d'abord évidemment l'antithèse entre désiré et redouté, qu'on retrouve bien dans les deux chapitres. Là, de ce point de vue-là, c'est assez évident, qui sont proposés à l'étude, mais surtout, mais d'autre part plutôt, c'est l'idée que le sauvage, chez Montaigne, comme chez Jean de Léry d'ailleurs, est rêvé plutôt que l'objet d'un regard qui serait un regard objectif. Ce qui pose un problème parce que on voit bien pourtant que Montaigne insiste beaucoup sur le regard, sur l'observation, que un certain nombre de lecteurs par la suite, donc jusqu'au XXe siècle, et particulièrement Lévi-Strauss, ont insisté sur le fait que tant Jean de Léry que Montaigne
présentait des bréviaires de l'ethnologue, hein, c'est-à-dire le bréviaire, c'est l'ouvrage que le croyant lit au jour le jour, des bréviaires, donc des espèces de livres d'accompagnement journalier de l'ethnologue, donc de celui qui travaille sur les ethnies dans le monde entier. Et donc à ce titre, ce bréviaire de l'ethnologue que seraient des cannibales et des coches relèverait plutôt d'un regard objectif sur l'autre, autrement dit de la naissance du regard sur les peuples du Brésil et des peuples du Pérou et du Mexique pour des coches. Et à ce titre, ça n'est pas un homme rêvé, mais bien un homme réel qui serait plutôt proposé. Mais quoi qu'il en soit, Lestringant, et il n'est pas le seul d'ailleurs, insiste sur l'utilisation idéologique, qui d'ailleurs a été soulignée par un certain nombre d'entre vous, qui a été faite de la peinture du monde de ces sauvages, de ces prétendus sauvages, utilisation idéologique qui va dans le sens de l'utopie, donc dont parle Franck Lestringant à la page 440 de l'ouvrage intitulé Histoire de la France littéraire, c'est le tome 1, et ces utopies et cet homme utopique deviennent du coup une espèce d'outil méthodologique de manière à mettre en cause sa propre société. C'est un élément important parce que justement on trouve à la fois des éléments qui vont en effet dans ce sens de l'utopie, de l'utopisation du sauvage, et en même temps, il faudrait mettre le terme entre guillemets parce qu'il n'existe pas mais pour le coup il nous importe, l'utopisation du sauvage d'un côté, et en même temps découverte d'une réalité géographique et ethnographique par un regard nouveau. Donc là on aurait déjà un début de problématique. Notre monde vient d'en découvrir un autre, c'est bien ici ce qui vous est demandé. À la fois, notre monde en découvre un autre qui existe et qui lui permet de comprendre que le monde est plus large que ce qu'il avait pensé, mais aussi notre monde vient d'en créer un autre, d'une certaine manière, sous le regard et sous ses attentes. C'est lui-même qu'il est en train de regarder à travers la façon dont il est regardé par l'autre. On a aussi là des éléments particulièrement importants sur le regard de l'autre sur l'Européen dans ces deux chapitres. Et va dans le même sens aussi une pensée d'une autre critique universitaire qui est une historienne, Michel Duchet, donc dans un ouvrage qui date de 1971, qui a maintenant plus de 40 ans, plus 50 même, et un ouvrage qui s'intitule Anthropologie et histoire au siècle des Lumières. Et dans l'introduction de cet ouvrage, puisque cet ouvrage porte sur le XVIIIe siècle, mais évidemment il s'appuie, maintenant vous savez pourquoi, sur Montaigne particulièrement et sur la création du bon sauvage. Et Michel Duchet, donc dans cette introduction, dit de la société occidentale entre la Renaissance et les Lumières la chose suivante: à une société qui doute de ses valeurs et de ses pouvoirs, en l'occurrence ici la société du XVIe siècle, l'occasion est donnée, par la découverte du Nouveau Monde, de se mettre elle-même en question, de se penser autre qu'elle n'est, d'inventer sa propre négation, pour mieux mesurer son aliénation. Aliénation qui est à la fois l'idée qu'on ne s'appartient plus soi-même, aliénus, on devient un autre, mais c'est aussi un terme qui désigne la folie. Et ici, l'idée est un peu plus radicale que ce que dit, et même beaucoup plus radicale que ce que dit Franck Lestringant, puisque finalement, la description du bon sauvage serait uniquement une espèce d'illusion argumentative et utopique qui servirait en fait uniquement à l'Europe d'outil pour se regarder elle-même et pour mesurer l'état de déliquescence, d'une certaine manière, dans lequel elle serait arrivée. Évidemment, c'est en partie vrai, ce que dit Michel Duchet est tout à fait manifeste quand on lit les deux essais utilisés là, quand on lit Jean de Léry ou quand on lit aussi
les lettres persanes, qui datent de 1721, quand on lit le supplément au voyage de Bougainville, qui fait partie des lectures cursives que je vous ai conseillées. Mais néanmoins, je pense que l'idée d'inventer sa propre négation est un peu excessive, un peu forcée. On peut en tout cas la discuter très très clairement dans une dissertation. C'est sur ce point-là que serait, je crois, l'antithèse, parce que Montaigne donne bien une réalité à ce bon sauvage, c'est-à-dire qu'il s'en sert en effet comme d'un outil argumentatif, mais ça n'empêche pas qu'il y ait bien une réalité au départ, et que cette réalité l'interpelle, lui permet de se questionner, mais elle est bien une réalité pour autant. Donc cette société ne trouve pas seulement une occasion de se mettre en question, elle découvre quelque chose. Et c'est sur ce point-là, je crois, qu'on a une problématique, une tension qui naît dans le texte, qu'on avait d'ailleurs bien perçu. Est-ce que et on l'a bien perçu notamment lorsque je parlais, et lorsque certains ont évoqué je parlais de la légende noire espagnole concernant la conquête des terres américaines, légende noire dans lesquelles on s'est demandé si Las Casas n'avait pas un petit peu forcé le trait de la destruction du continent américain et du génocide, littéralement, puisqu'il s'agit d'une accusation de génocide qui est faite. On peut en tout cas se demander s'il n'y avait pas de toute évidence une intention propagandaire de la part de Las Casas, et cet élément qu'on trouve notamment dans Descoches, avec ce regard très pessimiste, va aussi dans le sens d'une construction purement argumentative et purement utopique ou contre-utopique, hein, puisque les deux sont possibles, qui permettrait en effet de dénoncer la barbarie européenne, hein, très clairement. Il y a des choses qui vont dans ce sens-là, mais on voit bien qu'il y a aussi d'autres éléments, d'autres segments de ces deux passages qui ne vont pas exactement dans ce sens-là, qui en tout cas obligent à tempérer l'idée d'une négation, par exemple, ou de mesurer une aliénation. De ce point de vue-là, notamment le regard, l'empathie, la création d'une humanité et l'image d'une humanité est aussi à traiter. Le divorce, en revanche, entre les deux civilisations, j'en avais parlé en cours, est beaucoup plus évident chez Diderot, dans le supplément Voyage de Bougainville. C'est manifeste. Donc on voit bien que les deux éléments que j'ai donnés ici, je recopierai les deux sujets de dissertation, je vous les reproposerai dans l'élément de présentation de la vidéo sur YouTube, mais on voit bien déjà combien ces deux textes posent des problèmes, et on a ici deux sujets. Alors la deuxième citation est un tout petit peu plus longue et elle ne serait sans doute pas proposée le jour du bac, elle serait sans doute restreinte, mais elle propose quand même une citation d'abord que vous pourriez utiliser pour commencer, une pensée que vous pouvez utiliser et une citation que vous pouvez utiliser, et puis ma foi, elle nous oriente dans notre confrontation au texte et dans notre dialogue avec ce texte. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le XVIe siècle a besoin de se repenser, l'Europe au XVIe siècle a besoin de se repenser, et il faut en effet interroger le texte de Montaigne à partir de ses conceptions idéologiques, de ses conceptions géographiques et de ses conceptions de l'Antiquité. Ces éléments que j'ai proposés nous permettent d'évoquer la question de l'essai aussi, dont je vais parler, mais avant de parler de l'essai, je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments que je dois à Germaine Aujac, A-U-J-A-C, je vous donnerai l'indication là encore dans la page d'explication, donc explicative après ma vidéo. En ce qui concerne le débat géographique dont nous avions parlé au sujet du premier chapitre des cannibales, Germaine Aujac qui a recherché les sources de ce débat et constaté que ce débat était particulièrement important. C'est la raison pour laquelle je pense que l'édition que je vous proposais n'est pas terrible. Insiste en effet sur le fait qu'il ne faut pas
effacer d'un trait de crayon la question de l'Atlantide parce que c'est une question particulièrement débattue depuis la découverte du continent américain et évoquée systématiquement au cours du XVIe siècle jusqu'à l'écriture par Montaigne des essais. Et donc Montaigne, nous le savons, connaissait ces ouvrages qui étaient tous les trois très connus. Le premier, alors ce sont des noms d'auteurs espagnols, et de Gonzalo Fernández de Oviedo, Oviedo comme la ville, hein, O-V-I-E-D-O. C'est un auteur donc qui a vécu qui est mort en 1557. Le titre espagnol, je suis désolé, je ne suis pas hispanisant, hein, vous me corrigerez le cas échéant, est Historia General y Natural de las Indias, donc histoire générale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire y natural, donc histoire naturelle, autrement dit l'SVT, hein, l'étude de la faune et de la flore des Indes, en 1535. Alors, Gonzalo Fernández de Oviedo, dans cet ouvrage, s'appuie particulièrement sur Pline, qui est un auteur latin, et sur la géographie grecque, avec les 5 climats, notamment le climat torride. Et il remet en question cette géographie grecque qui commence à discuter avec un certain nombre de découvertes qui sont faites sur le terrain, et notamment les Grecs considéraient que cette zone torride, autrement dit la zone qui est en dessous des tropiques, entre les deux tropiques, n'était pas habitée, et qu'ils estimaient que seule la région tempérée du monde l'était. Bon, ce qui évidemment, à la découverte de ces territoires sur le Nouveau Monde, est infirmé. Et deuxièmement, il reprend l'hypothèse de l'Atlantide, donc en soutenant qu'il s'agit des îles Hespérides. Donc les îles Hespérides, c'est le Cap-Vert, qui est lié au nom d'un roi espagnol légendaire, hein, Hespérus. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'en 1535 déjà, on trouve un texte donc qui reprend l'hypothèse de l'Atlantide et qui va donc lancer ce débat qui avait d'ailleurs vraisemblablement été lancé déjà au moment de la conquête elle-même, puisque on estime que si Christophe Colomb a eu l'objectif de faire ce voyage pour trouver les Indes, ce qu'il appelait les Indes, donc ce qu'on appelait les Indes à l'époque, hein, pour trouver les Indes donc de l'autre côté de l'Atlantique, c'était à partir de sa lecture du Timée de Platon. Ça c'est ce que dit aussi Germaine Aujac d'ailleurs. Le deuxième auteur, c'est Francisco López de Gomara, dont il est beaucoup question donc dans le chapitre des cannibales. J'avais indiqué qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient repris, et en effet, c'est Francisco López de Gomara en 1552 dans l'Historia de las Indias qui s'inscrit en faux contre l'hypothèse platonicienne, donc l'hypothèse selon laquelle le Nouveau Monde serait l'Atlantide. On sait bien que le chapitre des cannibales fait le contre-argumentaire, le même contre-argumentaire que López de Gomara au début donc de Cannibales, et reprend tout simplement les arguments de López de Gomara. Et donc on s'aperçoit que c'était bien une véritable discussion, hein, ça n'est pas quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de main. Enfin, José de Acosta, donc, qui est un auteur, là encore du XVIe siècle, qui est mort en 1600, qui écrit un tout petit peu plus tardivement, mais avant la dernière version des essais de Montaigne, donc tout ce qui est rajouté en 5e peut avoir été influencé par lui, mais en tout cas ce qui est important, c'est que la discussion se poursuit après la publication des essais de Montaigne. Donc Montaigne est tout simplement au milieu, littéralement, d'un grand débat, à la fois géographique et idéologique, concernant l'existence d'un continent nouveau, et ce que nous apprennent les anciens et ce que nous savons des anciens et ce que nous observons dans le monde, est-ce que c'est la même chose? José de Acosta, qui publie en 1589 un ouvrage intitulé Historia Natural y Moral de las Indias, donc cette fois-ci à la fois une histoire naturelle et morale, donc l'histoire morale, l'histoire des mœurs des Indiens. Il rappelle les opinions des anciens, et les contredit la plupart du temps, hein, et les anciens, un certain nombre d'anciens en tout cas, il les rappelle, qui insistaient sur le fait qu'il n'y avait pas de monde inconnu, qu'il n'y avait pas d'antipode, autrement dit pas d'individu qui serait à l'opposé de nous, à considérer bien sûr que le monde est une sphère, hein, un certain nombre d'anciens avaient fait cette hypothèse-là, déjà, que la zone torride était inhabitable, et que l'océan, en l'occurrence l'Atlantique, n'était pas traversable.
Évidemment, toutes ces opinions, toutes ces options ont été contredites par la découverte du continent du Nouveau Monde. Évidemment aussi, et José d'Acosta qui reprend et qui développe un argument particulièrement important, je vous l'avais dit dans l'introduction, c'est l'idée selon laquelle, ou plutôt le débat selon lequel on s'interrogerait sur le statut exact des hommes du Nouveau Monde, si on peut les appeler les hommes, selon la controverse de Valladolid, et seraient des descendants d'Adam et Ève. La question donc est posée par José de Acosta, comment sont-ils arrivés sur le continent américain si en effet ils sont des descendants d'Adam et Ève? Je considère que le paradis était terrestre. L'hypothèse d'une voie terrestre est d'ailleurs évoquée par José de Acosta dans cet ouvrage qui nous est rappelé et présenté par Germaine Aujac. On peut remercier parce qu'elle présente des éléments particulièrement importants. Donc ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses ne sont pas figées, il y a un vrai débat, une vraie controverse d'ordre scientifique, hein, très clairement, parce que c'est quand même une controverse sur des terres connues, sur des terres observées, sur des mœurs et une faune et une flore observées. Il y a des grands ancêtres qu'on copie, qu'on utilise, Pline par exemple, et évidemment Platon, et un certain nombre de ces découvertes du Nouveau Monde, à partir de 1492, vont faire évoluer la connaissance, et Montaigne donc se situe dans ce débat. On voit bien à la fois qu'il il ne se présente pas comme un scientifique lui-même, il fait état d'un débat existant, et il apporte sa vision des choses à partir de ce qui lui a été présenté. Ça n'est pas une théorie scientifique, c'est un essai, je vais y revenir tout de suite, et donc ces éléments nous permettent précisément de l'aborder. Donc voilà encore un élément important, hein, la constitution d'une espèce de réflexion concernant l'espace, la conscience de l'espace, la conscience littéraire, c'est-à-dire la conscience par le biais de l'écriture, par le biais de l'imaginaire écrit. Là je vous renvoie, puisque j'ai fait un scan à l'article un peu long mais très très intéressant de Franck Lestringan, absolument essentiel pour une dissertation concernant ce programme. J'en finis parce que je viens de l'aborder avec la question de l'essai, si je retrouve mon ouvrage. Les approches donc de l'essai, c'est un ouvrage à partir duquel j'ai constitué ce bilan. Il a été donc construit, cet ouvrage, par François Dumont, qui en fait a rassemblé, qui a fait une anthologie des textes théoriques concernant la notion d'essai, hein, le genre de l'essai. C'est un ouvrage qui date de 2003, et dans cet ouvrage, il a mis un essai donc, de Jean Starobinski, qui s'intitule tout bêtement « Peut-on définir l'essai ?» et texte qui date de 1985, et que je vais commenter rapidement, j'espère, pour ne pas trop dépasser mon temps prévu, pour comprendre ce qu'on peut retenir des caractéristiques de l'essai, selon Montaigne. D'abord, Starobinski insiste, qui est un grand spécialiste de Montaigne, qui a écrit Montaigne en mouvement, qui est un ouvrage critique sur les essais de Montaigne, qui a fait date, insiste sur le fait que le mot essai est quasiment une invention de Montaigne, entre guillemets. Il existe auparavant, mais en tant que genre et en tant que terme utilisé comme désignant un ouvrage littéraire, c'est vraiment à Montaigne qu'on doit cette utilisation. Donc il rappelle un certain nombre d'éléments étymologiques que j'avais moi-même donnés, hein, le fait que ce mot désigne la notion de peser, et surtout il rappelle que l'utilisation par Montaigne suppose aussi une nuance péjorative à l'époque, nuance péjorative qui est perçue très, très rapidement, dès le XVIIe siècle, par l'utilisation dans la langue anglaise du mot essai, hein, qui est d'ailleurs plus fréquent que ce qui désigne le mot dissertation. En fait, ça se traduit par dissertation aussi en anglais actuellement. Cette nuance péjorative donc est perçue à l'époque, puisqu'il y a, dit donc Jean Starobinski, un soupçon de superficialité qui a pu s'attacher à l'essai, et ce soupçon de superficialité que lui-même, d'ailleurs Montaigne ne dédaigne pas forcément, hein, d'une certaine manière, et il tend à se mettre à distance de la construction scientifique, ce qu'on comprend d'ailleurs, parce que en fait, ce que rappelle Montaigne,
ce que rappelle Starobinski, c'est que Montaigne, en bon noble qu'il est, ne veut absolument pas passer pour un pédant, donc pour quelqu'un qui sait, pour un sachant, pour un professeur. Ce professionnalisme du savoir dont Montaigne, peut-être par orgueil nobiliaire, n'entendait pas être suspecté, ce qui expliquerait effectivement l'utilisation d'un terme qui peut être perçu avec une nuance péjorative à l'époque où Montaigne l'utilise, et ce soupçon de superficialité donc, qui a pu s'attacher à l'essai. Montaigne l'exhibe lui-même dans son texte, et Starobinski, page 168 donc de Approche de l'essai, écrit la chose suivante: Montaigne offre lui-même des armes aux détracteurs de l'essai, il ironise ou feint d'ironiser sur son livre, car les stratégies de Montaigne sont subtiles, ça on s'en est rendu compte, en déclarant qu'il ne prétend qu'effleurer et pincer par la tête les matières choisies. Ça, c'est une citation que Starobinski fait du chapitre 18 du livre 2, intitulé Du démentir, des essais. Et en effet, Montaigne, très régulièrement, insiste, mais il faut faire attention à ce que dit Montaigne, à sa subtilité, ça c'est ce que rappelle Starobinski, insiste sur le fait qu'il ne fait qu'effleurer certains sujets, qu'il n'est pas un scientifique, qu'il ne fait que l'essai de ses propres capacités, et qu'il a peu de savoir. Mais on sait aussi dans la rhétorique que cette prétention à ne pas savoir est aussi un tour rhétorique, c'est un tour qu'on appelle l'excusatio propter infirmitatem, je traduis, c'est-à-dire l'excuse pour cause de faiblesse, cette fameuse entrée en matière dans laquelle on dit je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas si je me trompe, et ainsi de suite, mais malgré tout, qui permet parfois de ne pas passer pour quelqu'un qui se vanterait. Et donc, dans la mesure où la rhétorique connaît ce type de tour rhétorique, on sait que Montaigne peut l'utiliser aussi, mais il faut se méfier comme de la peste des affirmations de Montaigne concernant son savoir et concernant ses lectures. Il est capable de dire parfois tout et son contraire, et il faut s'en méfier. Quoi qu'il en soit donc, Starobinski donc, s'intéresse à ce que nous pouvons comprendre dans cette utilisation du mot essai et comment nous pouvons le cerner, puisqu'évidemment, à partir du moment où il est le plus libre, c'est ce que dit Starobinski lui-même, c'est le genre le plus libre qui soit, il est difficile parfois de le cerner. Il commence par indiquer que il ne s'agit pas seulement de tentatives réitérées, donc les essais, quand on fait les essais, rappelez que le titre est au pluriel, de pesées recommencées, de coups d'essai à la fois partiels et infatigables. Cette allure de commencement, cet aspect incoatif de l'essai, incoatif, ça veut dire incoare, ça veut dire commencer, en latin, c'est un terme de linguistique qui désigne le fait de commencer. Cette allure de commencement, cet aspect incoatif de l'essai, sont assurément pas capitaux puisqu'ils impliquent l'abondance d'une énergie joyeuse qui ne s'épuise jamais en son jeu. Donc ici, Starobinski insiste à la fois sur le fait qu'il y a plusieurs essais, qu'il y a de multiples façon d'aborder les choses, une espèce de miroir diffracté, comme ça, brisé, qui serait présenté dans l'œuvre, mais en même temps, il faut aussi voir dans le mot essai l'idée d'un début. Donc à la fois de tentatives réitérées et d'un début, ce qu'il appelle donc l'aspect incoatif de l'essai. Mais de surcroît, il ajoute donc, son champ d'application est illimité, évidemment, puisqu'il est pluriel et qu'il y a plusieurs essais, plusieurs tentatives réitérées, il peut s'intéresser à tout, c'est cette fameuse envergure encyclopédique du regard humaniste et renaissant. Et la diversité à quoi se mesure l'envergure de l'œuvre et de l'activité de Montaigne nous donne dès la création du genre un très exact aperçu des droits et des privilèges de l'essai. Très très beau passage, je pense que je vais vous le recopier parce qu'il est très important, donne des indications très, très claires et qui peuvent en effet vous permettre d'avoir prise sur l'écriture de l'essai telle qu'elle est construite littéralement par Montaigne dans les deux essais qui vous ont été proposés. Il insiste d'autre part, page 171, sur le fait qu'on peut discerner deux versants de l'essai, qu'on a vu d'ailleurs, très très bien perçu, je trouve, et que vous avez très bien perçu, l'un objectif, l'autre subjectif, et ajoutons aussitôt que le travail de l'essai vise à établir entre ces deux versants, l'objectif, le subjectif, ou plutôt le subjectif vers l'objectif, à établir entre ces deux versants une relation indissoluble. En effet, l'essai est un
est un travail hautement personnel, ça j'y ai insisté en cours. C'est d'abord l'essai d'une personne, d'une intelligence, d'une idéologie, d'un regard sur le monde qui entoure. Et donc c'est un jeu qui s'impose ici. Je vais un petit peu plus loin, page 173. Starobinski insiste sur le fait que Montaigne fait l'essai du monde avec ses mains, avec ses sens, mais le monde lui résiste. Et cette résistance du monde, force lui est bien de la percevoir dans son corps, dans l'acte de la saisie. Là, il faut rappeler la réflexion notamment sur le mal de mer, hein, dans Des cannibales, ou la réflexion sur l'horreur vis-à-vis les hauts le cœur, littéralement, que lui causent les exactions des Espagnols, et la question aussi de la torture telle qu'elle est abordée dans Des cannibales. Et un tout petit peu plus loin, page 174, ce qui est principalement mis à l'épreuve, c'est le pouvoir d'essayer et d'éprouver, ce qui est principalement mis à l'épreuve, c'est le pouvoir d'essayer et d'éprouver la faculté de juger et d'observer, particulièrement net, hein, ça on l'a vu dans les deux essais, et évidemment, dans l'histoire des mentalités, rappelle Starobinski, l'innovation est importante de la part de Montaigne, puisque c'est l'avènement de la peinture du moi, dans la mesure où précisément c'est un regard qui éprouve le monde qui entoure. Le personnage qui regarde se définit indirectement, il se peint par touches dispersées, dit-il, page 175. Dans l'essai, selon Montaigne, l'exercice de la réflexion interne est inséparable de l'inspection de la réalité extérieure, ce que Franck Lestringant, dans l'article dont j'ai parlé, appelle l'autopsie, c'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs au XVIe siècle. Donc là, on a les éléments, dernier élément important qui est rappelé dans l'écrit de Starobinski concernant l'essai, c'est que la dernière caractéristique sur laquelle il insiste, c'est son caractère cumulatif. Un essai cumulatif, la dernière mise à l'épreuve est l'essai de la parole et de l'écriture. En effet, l'essai est aussi un ouvrage littéraire qui engage une façon d'écrire, une façon de parler du monde, et c'est un élément important, d'autant plus que, du coup, ça peut être très personnalisé. On voit bien les gasconismes, les provincialismes de Montaigne dans le texte, même si, évidemment, vous n'êtes pas à même de les rencontrer et de les comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que c'est quand même un propos qui est un propos très personnel. L'essai est le genre littéraire le plus libre qui soit, page 178. Sa charte pourrait être le mot de Montaigne que j'ai déjà cité, je vais enquérant et ignorant. Et la condition de l'essai, c'est la liberté de l'esprit, nous dit Starobinski, qui termine quasiment sur ces points-là pour ce qui concerne Montaigne. C'est un élément important et j'y ai passé du temps et j'arrive aux 3/4 d'heure que je me fixais parce que ça permet aussi d'avoir une prise sur ce qu'est l'essai pour Montaigne. J'ai fait la totalité de ce que je voulais faire. Je crois que à partir de là, vous avez des éléments que j'ai liés systématiquement au texte. Il faut toujours partir du texte lui-même, lui donner la précédence dans votre dissertation et dans votre réflexion, mais il faut que vous utilisiez ces éléments-là. Je vous les mets en scannage, ça ne veut pas dire que vous devez absolument les lire. Néanmoins, je trouve que la lecture de Franck Lestringant particulièrement est importante. C'est la raison pour laquelle j'ai fini par le scanner, même s'il y a des passages qui sont moins évidents. Mais il faut le lire tout particulièrement à partir du passé du Nouveau Monde, page 438, jusqu'à la fin, jusqu'à la page 442. Donc il y a 4 à 5 pages qu'il faut lire absolument. Puis évidemment, il faudrait aussi lire certains passages que j'ai mis en valeur dans mon scannage, que j'ai surlignés, qui donnent des expressions particulièrement riches et particulièrement valorisables dans une dissertation. Voilà pour ce que je voulais faire. Je vous ai proposé 2 sujets de dissertation. Je ne les ai pas développés, mais de toute façon, je les reprendrai quand on se reverra après les vacances. Là, vous avez largement de quoi faire pour travailler. Ne vous prenez pas la tête à lire trop de choses, il y a largement de quoi faire dans ces 45 minutes, et si vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit, et j'espère avoir été suffisamment compréhensible, eh bien, ma foi, vous aurez, à mon avis, de quoi faire largement sur cette 3e séquence que nous avons, je crois, terminée, même si ensuite je testerai vos connaissances à partir de 1 ou 2 sujets, peut-être même d'ailleurs les 2 que je viens de présenter dans ces 3/4 d'heure.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre si bien sûr j'ai la réponse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine en distanciel et puis ensuite de bonnes vacances. Merci.